Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. On va parler d'oxygénation, des nouvelles allergies alimentaires, de perte de graisse. Mais pour les plus gourmands et les plus, on va dire, ceux qui aiment bien passer par les plaisirs, on va dire, alimentaires et boissons chaudes et tout, j'ai publié ce week-end un atelier qui s'appelle « Comment maigrir avec du chocolat, du thé et du café ». Et en fait, j'avais vraiment envie d'explorer. Alors, parce qu'il y a eu une grosse étude, un gros rapport là-dessus, et j'avais envie de vous l'expliquer en détail et vous expliquer pourquoi le chocolat, le thé et le café peuvent vous aider dans votre perte de poids. Alors, chacun à leur façon. Surtout avec un timing des prises en fonction de telle et telle substance qui va différer si vous souhaitez améliorer votre silhouette. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, alors pour moi déjà, mais surtout pour avoir les bons arguments quand quelqu'un vous dit oui, mais le thé, ça fait maigrir. Ouais, mais comment et pourquoi? Parce que ça fait maigrir. Quand on dit qu'un aliment est brûle-graisse, ou voilà, les aliments c'est plus rare, mais qu'une boisson peut être brûle-graisse ou aider à la perte de poids, si on comprend pas comment et pourquoi, on sait pas l'utiliser en fait. Et donc il y a des gens qui se mettent à boire du thé vert ou du café dans la journée comme ça au hasard, en se disant c'est bon pour la perte de graisse. Ouais, mais parfois ça peut même être contre-productif. Donc c'est pour ça que je voulais justement expliquer tout, pour que les gens puissent savoir, ok, le thé vert à quel moment je le prends, le café à quel moment je le prends, le chocolat quelle quantité, à quel moment et quel type de chocolat, quelles sont les limites à ne pas dépasser et tout ça. Moi, je trouvais ça relativement intéressant parce que ce sont 3 ingrédients de l'alimentation de la vie de tous les jours que moi je consomme. Je mange du chocolat noir tous les jours, tous les jours, oui, quasi tous les jours, même tous les jours, j'ai envie de dire. Du thé, j'en bois régulièrement. C'est pas tous les jours, mais dans la semaine, j'en bois quasiment tous les jours, moins le week-end. Et le café, par contre, ça varie. Des fois, alors il y a toujours ou du café ou du déca, mais par contre, c'est tous les jours. Voilà. Donc j'avais envie de savoir où j'allais avant tout, parce que moi le but c'est aussi de me former, de faire de mieux en mieux les choses et de partager quand je trouve quelque chose d'intéressant pour nos objectifs. Donc c'est le cas, vous avez le lien dans les notes du podcast, ça s'appelle Comment maigrir avec du chocolat, du thé et du café. Et voilà. Bon, avant de démarrer, ce week-end j'ai fait une petite expérience. Je me suis testé la glycémie. Vous savez que j'ai un appareil, moi, pour la glycémie, depuis quelques années déjà, un appareil tout bête, hein, avec un stylo autopiqueur, pour tester la glycémie. J'ai fait des essais pour voir un petit peu quelles étaient mes réactions par rapport à l'alimentation. J'ai remarqué et en fait, je l'ai fait parce que j'ai fait sur toute une journée. Le samedi, j'ai pas pris de petit déjeuner. Donc à jeun, j'avais une glycémie, je sais plus, 80 et des poussières, enfin bon bref, ou 90, je sais plus. Enfin à jeun, j'avais une glycémie standard dans les clous, quoi. Puis ensuite, j'ai voulu le midi avec ma compagne, on est allé chercher un fast-food. Donc repas de triche de la semaine, un bon fast-food. J'ai pas abusé, mais j'ai quand même bien mangé. Et là, la glycémie dans l'heure, elle est montée super super haut. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que quand on mange pas le matin et que on prend un repas assez copieux le midi, la glycémie a tendance à bien monter. Donc ensuite, assez rapidement, l'heure suivante de cette montée, elle est redescendue. Donc redescendue, non pas, je suis pas tombé en hypo, mais je suis redescendu dans les clous. Je suis ensuite allé faire du sport. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis allé faire du vélo, du VTT dans la garrigue. Dans la forêt, parce que c'est pas vraiment une garrigue juste à côté. Donc j'ai bien pédalé et tout. Là, la glycémie, elle est encore descendue, mais sans tomber en hypo. Alors là, je vous dis une chose, c'est que j'ai pas mangé, hein, entre le repas du midi et la sortie vélo et tout.
La glycémie est tombée, encore, je crois qu'elle a perdu, 60 points entre le moment le plus haut et juste avant l'effort, donc ce qui est pas mal et elle a perdu, entre le moment avant et après l'effort, elle a perdu quelque chose comme, 15 points. Donc ce qui est bien parce que, ça veut dire que j'ai, plutôt bien régulé. Je suis pas tombé en hypo durant le cardio, quoi. Donc la régulation s'est faite plutôt pas trop mal et ensuite j'ai refait un test après cette fois-ci un repas avec des légumineuses et des protéines et tout, mais pas de glucides à IG élevé. Eh bien, la glycémie là, elle est très peu montée. Donc j'ai vu une différence énorme entre un fast-food et j'ai pris les 2 opposés, en fait. Une diète plutôt «méditerranéenne» entre guillemets, légumineuses, protéines et tout et bonne graisse versus, alimentation industrielle transformée fast-food et la différence, sur moi, a été énorme. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, en réel, ce que ça peut donner ce genre de choses. Probablement que je ferai un test avec les fameux capteurs, vous savez, qui deviennent de plus en plus à la mode, là, les Freestyle, V1, V2, V3 là, avec les sur le qu'on peut suivre sur le téléphone. C'est pas sûr que je le fasse, mais enfin dans l'immédiateté, je le ferai un jour. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui m'intéresse moi pour la glycémie durant la nuit. De savoir un petit peu comment, par rapport à ce que je vais consommer le soir, comment ça va se passer. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez l'insuline et enfin la glycémie élevée, l'insuline élevée, puisque logiquement l'un va avec l'autre, hein, eh bien vous n'êtes pas capable de perdre de la graisse puisque et moi j'ai envie de connaître exactement, mais je les connais déjà, on va dire, heu, théoriquement, puisque je me connais, mais pour affiner encore plus la chose avec du biofeedback, on va dire, j'ai envie de connaître dans la journée quelles sont les opportunités que j'ai de brûler du gras. Donc tous les moments où ma glycémie est stable et potentiellement mon niveau d'insuline est bien régulé. Et donc du coup, je peux aller mobiliser des graisses de réserve à des fins énergétiques. Donc c'est surtout en ça et de voir durant la nuit si je fais des hypoglycémies ou non, d'essayer de me connaître un petit peu. Donc voilà et c'est le test alors je pense que hormis les personnes qui sont diabétiques, il y a assez peu de personnes qui font ce genre de test aujourd'hui, hein. Alors peut-être certains d'entre vous, parce que vous êtes comme moi un peu geek, de la forme et tout, vous l'avez déjà fait, vous avez envie de le faire, mais sinon souvent ce sont des gens qui sont diabétiques de type 1 ou 2 qui utilisent ce genre de capteur, de suivi de la glycémie en temps réel. Alors, ça se met à l'arrière du bras, c'est un espèce d'une petite électrode qui rentre dans le tissu, je crois interstitiel, je crois qu'on dit ça comme ça et qui mesure, la glycémie pendant 14 jours, c'est la durée de vie du capteur et ça vous l'envoie le résultat directement sur le smartphone. Donc voilà, moi je le pour moi la prochaine grosse évolution, ce sera quand ce genre de capteur sera inclus dans les montres connectées et de manière, dans les Fitbit, les Apple Watch et tout. Là, on aura vraiment fait un bond en avant au niveau diète, quoi. Parce que les gens vont se rendre compte de ce qui se passe, et puis si ça met des alertes de prédiabète ou de diabète de type 2, on va voir à mon avis, on va détecter beaucoup de choses et le diabète pourra vraiment, vraiment être, freiné avec ce genre de choses. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui voudront pas parce qu'ils préfèrent être dans le déni, hein. Si on voit qu'on fait de la résistance à l'insuline ou que ça se passe mal, on préfère être dans le déni et puis avoir un jour la surprise qu'on est diabétique. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Bref, c'était la petite expérience de mon week-end, par rapport à ça. J'avais envie de tester, heu et je pense que, ce genre de choses, va aussi créer des comportements. C'est-à-dire que quand on verra que la glycémie est un peu élevée ou eh bien, ça peut induire une motivation, en fait, à se dire: «Mince, là, j'ai un peu déconné, mon taux de sucre dans le sang, il est beaucoup monté, il faudrait peut-être que je m'active un petit peu, que j'aille marcher ou quoi» et ça permettra d'avoir des bons comportements. Alors vous aurez toujours des psychologues qui vous diront: «Ouh là là, attention, ça crée des phénomènes de compensation, c'est pas sain, c'est pas naturel», enfin bon, à un moment donné, c'est votre corps, c'est votre santé. Si vous avez une action qui va dans le sens, de votre santé, écoutez-vous de ce côté
N'oublions pas qu'il y a pas beaucoup on râle beaucoup sur les gens qui essayent d'avoir des comportements de santé, on râle assez peu sur ceux qui vous proposent des aliments, qui nous mettent, en mauvaise santé et de manière, très appuyée, quoi. Alors juste un petit conseil pour les sportifs, si vous avez déjà ce genre de capteurs ou vous prévoyez de les utiliser, il y a des exercices que vous pouvez essayer de faire pour, voir comment ça se passe. Alors déjà de la mesure à jeun, c'est bien, mais de toute façon, si vous avez le capteur en continu, ça va vous la donner. Mais, il y a quelque chose d'intéressant, c'est de voir votre réaction, heu, au glucose postprandial, donc c'est-à-dire la capacité que vous allez avoir à gérer le taux de sucre dans le sang juste après un repas, de voir, comment il est géré quand vous avez votre séance de musculation juste avant ou de cardio juste avant ou non. Parce qu'en fait, le fait de s'entraîner, vous allez créer une demande. Une demande, en fait, vous allez rendre un peu plus sensible, vos cellules à l'insuline et donc du coup, le taux de sucre est censé un peu moins monter juste après puisque, une bonne partie va être utilisée beaucoup plus rapidement, par exemple pour refaire le stock de glycogène. Donc ça, c'est le genre de test que vous pouvez faire, mais également enfin, c'est pas des tests, c'est de prendre des notes sur ce qui se passe quand vous mangez tel repas et que vous avez fait du sport avant ou non. Il y a également, les comment dire? Le votre capacité à l'utiliser, par exemple, si vous sortez, marcher ou vous sortez pédaler ou vous faites votre séance de muscu, dans l'heure après un repas, est-ce que la courbe s'aplatit plus rapidement ou non? Mais ça vous permettra peut-être aussi pour les personnes qui disent: «Oh là là, si je mange ça ou si je mange que ça ou si je prends pas de collation, je ne vais pas tenir» et ben là, vous allez avoir un retour concret sur est-ce que vous êtes en hypoglycémie ou non? Parce que le «je ne vais pas tenir», en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, «Je ne vais pas tenir, je vais faire une hypoglycémie». Souvent, c'est ça, les gens ont peur de s'effondrer s'ils prennent pas une collation ou s'ils mangent trop léger, parce qu'ils ont peur de l'hypoglycémie. Il y a pas autre chose, en fait, que ça, hein, physiologiquement parlant. Donc, ce qu'ils ont peur, c'est de s'effondrer, de plus avoir d'énergie et tout. Et ben là, ça va permettre de voir si les gens descendent en dessous de 0,75 en gros, durant comment dire? Cette période où ils pensaient ne pas tenir. Et de mettre des mots dessus, de mettre des chiffres dessus, ça permettra de savoir si l'individu est hypoglycémique, donc c'est une vraie hypoglycémie, ou si c'est une anxiété, une faim, un désir de manger, une frustration alimentaire ou autre, quoi. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut amener à être un peu mieux se connaître. Alors, il y a un livre là-dessus, très grand public, hein. Pour les sportifs, c'est un peu moins intéressant. C'est un livre très grand public pour les c'est le regard d'un médecin qui s'appelle Réginald Dalouche qui l'a écrit, c'est «Le sucre et demi public» ou je sais pas quoi. Bon, c'est pour le très grand public, donc vous allez pas apprendre énormément de choses, hein. Mais, si vous êtes déjà dans le monde du sport, que vous faites attention à tout ça. Mais il explique très bien, parce que lui, il a aussi une formation d'ingénieur, je crois. Donc les trucs sur le capteur et tout, il maîtrise assez bien, c'est son domaine, il a travaillé dessus même, dans les années 80 de mémoire. Donc enfin voilà, moi j'ai commencé à lire un peu son bouquin. Il y a des choses qui sont, très intéressantes sur la partie, technique du comment dire? Du capteur, de comment l'analyser. Parce qu'il a une formation en diabétologie, je crois. Donc il connaît quand même son sujet et puis, je trouve que c'est un bon vulgarisateur. Après, là, les limites, c'est que c'est pour le très grand public, dans le monde du fitness, muscu et tout, on est un peu plus pointu, parce qu'on a aussi des attentes qui sont un peu, faut le dire, pas très raisonnables en termes de masse musculaire et en termes de niveau de sèche. On pourrait tous s'arrêter bien avant, d'avoir les abdos avec des veines dessus quand on est en sèche et être en bonne santé. Au niveau, de comment dire? De la médecine, notre tour de taille, quand il y a plus de graisse viscérale et tout, ça va, quoi. Bon, nous, on va au-delà, donc c'est là où justement les limites de ces bouquins grand public, c'est que ça s'arrête là où le fitness démarre, où nous, on a envie de se détacher un peu de ça, quoi. Mais ça reste quand même un livre, qui est pertinent, sur toute cette partie-là, quoi. Après sur la partie diététique, forcément vous allez moins apprendre, hein, c'est logique. Bon, premier sujet, un duo gagnant pour combattre l'obésité. Donc une récente étude dévoile que l'association d'un entraînement fonctionnel de haute intensité avec une alimentation restreinte dans le temps, donc en fait un jeûne intermittent et un entraînement, type un peu HIIT, on va dire,
C'est quelque chose qui peut, ah beh, au fait, je précise avant de continuer ce sujet, là, je me suis un peu embarqué avant sur un sujet, sur un bouquin, le capteur et tout. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec qui que ce soit, ni le bouquin, ni les capteurs, ni quoi que ce soit. C'est vraiment de l'expérience personnelle, voilà. Sujet fermé, je reprends. Donc en fait, un entraînement fonctionnel de haute intensité avec une alimentation restreinte dans le temps, de 8 à 10 heures d'alimentation, donc plus ou moins le jeûne intermittent comme les gens le pratiquent, hein. Ça pourrait aider la perte de poids et la santé cardio-métabolique chez les femmes inactives et obèses. Donc sur une période de 12 semaines, les résultats montrent des réductions significatives du poids, de la masse grasse et du tour de taille et de hanche. Plus prononcé chez celles suivant le régime combiné, donc entraînement fonctionnel de haute intensité et le jeûne, enfin le jeûne, l'alimentation restreinte alors alimentation restreinte, vous pouvez très bien, c'est pas forcément le jeûne où je saute le petit-déj ou je saute le repas du soir. Ça peut être une fenêtre plus courte, pardon, dans la journée. Le but étant de rester à jeun, enfin sans manger un petit peu plus que pendant la fenêtre durant laquelle on va manger. Vous savez que une journée c'est 24 heures. Euh, vous pouvez déjà faire 12 heures où vous mangez, 12 heures où vous ne mangez pas, mais l'idée de pousser jusqu'à, par exemple, on va dire 14-15 heures où vous ne mangez pas et 8-10 heures où vous mangez, eh bien ça peut être bénéfique pour les femmes inactives et obèses, hein. On parle pas des sportifs qui ont déjà voilà un rythme de vie sain et tout, hein. Donc c'est plus prononcé pour la perte de poids que celles qui suivent un régime. Enfin, c'est plus prononcé chez celles qui font ça par rapport à celles qui suivent des interventions séparées. Donc soit l'un, soit l'autre. Donc, de plus, une amélioration des biomarqueurs tels que le cholestérol total, les triglycérides et l'insuline a été notée. Cette étude pourrait orienter vers de nouvelles approches intégrées combinant régime alimentaire et exercice pour une efficacité accrue dans la gestion de l'obésité. Bon, vous avez le lien, la source de ce que je viens de dire là dans les notes du podcast, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de gens qui pensent pouvoir décapsuler l'entraînement de la diététique ou la diététique de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent: moi le sport c'est pas mon truc, je mise tout sur le régime, ou moi le régime c'est pas mon truc, je mise tout sur le sport. On sait aujourd'hui quand même que l'un avec l'autre ça fonctionne mieux et que même si vous êtes très fort dans un des deux domaines, vous ne serez jamais aussi bon que si vous cumulez les deux. J'entends dire que le sport, c'est très important. Je suis d'accord. Donc, c'est pas le sport, en fait. C'est bouger son corps, faire fonctionner ses muscles, c'est très important. De la marche au bricolage, en passant par la muscu, tout ça, c'est super important. Et c'est non négligeable, mais la nutrition de bonne qualité, en tout cas physiologiquement adaptée, c'est non négligeable aussi. Il y a pas de quand les gens disent il faut choisir ou il faut rationner ça, enfin mettre un ratio, je suis pas d'accord moi en fait, puisque même en étant très très bon sur l'entraînement, on sera jamais aussi bon que si on fait aussi en plus attention à la diète. C'est en ça où mon avis peut différer par rapport à d'autres, c'est que j'ai pu être comme ça par le passé, à me dire: «Bon, bah, le cardio, bon, j'aime pas trop ça. Est-ce que je peux pas plus serrer la vis sur la diète?» Et pendant toute une période, je crois que c'était, ouais, entre 2010 et 2015, on va dire, ou même un peu plus, même un peu après, il y avait toute une mouvance qui disait: «Mais le cardio ne sert strictement à rien dans la sèche en musculation, la diète et la muscu, ça suffit largement». Ce qui n'est pas faux. En fait, on peut très bien sécher, comme ça. Sauf que, c'est vraiment être très, 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 très très, très, très extrême, pardon, avec la diététique. Donc vraiment de se mettre en hypocalorie sévère, avec une restriction de glucides, de graisses et tout assez sévère et de conserver uniquement juste ce qu'il faut, pour essayer de maintenir de la masse maigre et se débarrasser du tissu adipeux. Je dis pas que ça marche pas, c'est juste que quand vous faites du cardio, ça vous permet d'avoir un certain confort au niveau de la diète. Alors vous mangez toujours très sainement, les bons nutriments et tout dans les bonnes quantités, mais vous pouvez manger légèrement plus puisque si vous faites du cardio et que vous allez cramer, je sais pas moi, 400-500 calories en plus en allant marcher ou pédaler dans la journée, vous aurez un confort dans l'assiette qui sera supérieur. De plus, en ayant plus d'aliments consommés dans la journée, vous aurez aussi plus de fibres, plus d'eau
et plus de micronutriments type vitamines, oligo-éléments, minéraux. Donc alors vous allez me dire: «Ouais, mais on prend des cachetons et puis c'est bon, des compléments alimentaires». Oui, mais non. Enfin, moi, j'en suis revenu à ça, en fait, de tout faire par la diète. Alors, quand je dis j'en suis revenu, ça fait des années, puisque le cardio, je l'ai inclus, moi, quand j'ai repris, ça doit faire, ouais, plus de 10 ans que je fais du cardio en plus de la muscu. Alors, pas tous les jours, mais que j'en fais en plus de la muscu quand même. C'est pas quelque chose, si vous voulez, de et ça a été dur de se battre à l'époque parce que quand j'en faisais, les gens disaient: «Ça sert à rien de faire du cardio». Alors le pire, c'est quand on faisait du cardio à jeun. Le cardio à jeun, ils disaient: «Ça sert à rien, c'est catabolisant et tout». Ouais, mais ça fait quand même chez certaines personnes, dont moi, le cardio à jeun fait perdre pas mal de graisse, quoi. Enfin, moi, ça marchait bien et ça marche toujours bien de ne pas manger et de faire du cardio, le matin, ça marchait bien. Alors à la limite, je prenais une prise de protéines puisque les protéines, bah, évidemment, si c'est des protéines qui sont pas grasses et tout, des protéines maigres, ça n'impacte pas la perte de graisse, quand on est à jeun. Mais, c'était pour moi, de faire du cardio après un petit déjeuner riche en glucides, normal en glucides et enfin un petit déjeuner standard, on va dire. Ou, sans ce petit déjeuner-là, bah, c'était, je maigrissais plus vite puisque, c'était une méthode que j'utilisais qui fonctionnait super bien sur moi, quoi. Et quand je le faisais, le cardio comme ça, je voyais pas vraiment d'intérêt au bout de quelques semaines, entre le moment où je le faisais et le moment où je le faisais pas, quoi. Donc à part m'épuiser et de rajouter certes de la dépense physique et c'était bon pour la santé, mais sur le tour de taille, c'était pas significatif, en fait. Et vous savez que moi, je suis quelqu'un d'assez pressé. Quand je fais une perte de poids, j'aime pas me lancer dans des pertes de poids de 6 mois. C'est pour ça que ma méthode, elle marche, bien et que ça séduit pas mal de personnes. C'est parce que ça va assez rapidement et que j'aime bien aller à l'essentiel et je me rends compte qu'il y a des gens qui aiment bien aller à l'essentiel aussi. Mais je sais qu'il y a des gens aussi qui aiment bien prendre leur temps et tout. Eh bien, moi, chez moi, le à jeun, ça marche très bien, quoi. Bon, cette étude pourrait orienter vers les nouvelles approches. Encore une fois, ils l'ont fait sur des femmes inactives et obèses, donc il faut toujours prendre les choses en considération. Ce genre de public, alors pas les femmes, hein, mais quand vous entendez inactif et obèse, vous vous dites que forcément, plus il y a de l'inactivité et de l'obésité, plus la marge de progression est énorme. C'est-à-dire que des personnes inactives et obèses, déjà, vous les commencez par, enfin, ils se mettent à marcher un petit peu tous les jours. Déjà, ils vont avoir des résultats. Là où vous marchez un peu, vous ne verrez rien parce que vous êtes déjà sérieux. Vous commencez à faire un régime, si vous êtes déjà au régime, vous verrez moins de résultats que quelqu'un qui mange 6000 calories de junk food par jour, enfin de l'alimentation transformée. Si vous la mettez demain à une diète à 2500 calories avec des aliments type paléo-méditerranéen, forcément, il va y avoir des résultats significatifs. Donc, faut toujours faire attention par rapport au public des études et à qui vous êtes vous. Vous aurez des effets beaucoup plus modestes étant donné que vous êtes déjà dans une catégorie, on va dire, vous êtes déjà catégorisé certainement comme des personnes en santé, en fait, dans votre hygiène de vie. Je vous connais pas tous individuellement, mais si vous écoutez le podcast, vous avez une certaine, bah, déjà, vous faites certainement du sport, vous faites attention à ce que vous mangez et vous allez au-delà puisque vous écoutez un podcast sur ça, et peut-être pas qu'un seul, donc vous êtes en plus passionné ou intéressé. Donc, et croyez-moi, en salle de sport, il y a plein de gens qui vont faire du sport et les podcasts sur l'entraînement, ça les saoule. Ou les podcasts comme je fais là, ça les saoule, ils ont pas envie. Ils préfèrent écouter, je sais pas, podcasts sur le foot, les médias, la politique, tout un tas d'autres choses, mais pas sur l'entraînement, quoi. Donc vous avez déjà un level d'investissement que peut-être parfois vous avez tendance à minimiser, à vous dire oh, c'est pas bien ce que je fais. Vous êtes déjà beaucoup plus investi et vous en savez beaucoup plus que le grand public. Et d'ailleurs, vous le voyez quand vous êtes à des repas de famille ou à la pause déjeuner à la cafette du boulot ou à la cantine de l'école ou je sais pas où, enfin du lycée, du bahut. Quand vous commencez à expliquer, à parler de nutrition avec des gens, vous vous rendez compte à quel point ils déballent cliché sur cliché, qu'ils y connaissent rien, quoi. Donc, le mieux, c'est de s'abstenir, hein. N'en parlez pas. Attendez qu'on vous pose la question pour répondre. Deuxième sujet. Alors, alerte aux allergies alimentaires, c'est les légumineuses et graines qui ont été mises en cause. Alors, en fait, c'est pour les sportifs aussi. Il y a une nouvelle vague d'allergies alimentaires qui frappe et ce sont les graines et légumineuses qui sont en cause. Donc 30% des personnes allergiques à l'arachide développent aussi des allergies aux légumineuses comme les pois chiches et les lentilles.
Des réactions sévères ont été observées avec le sésame, le sarrasin, les graines de tournesol et de lin. L'augmentation des régimes végétariens et véganes contribue à ce phénomène. Les moins de 35 ans adoptent de plus en plus ces régimes avec une croissance de 14% en 2015 à plus de 20% en 2020. Alors, faites toujours attention. Là, vous voyez que je mets de l'alerte sur des régimes sains. Donc en gros, faites attention, revenez à manger malsain. Non. En règle générale, si vous êtes allergique aux arachides, vous le savez, puisque si c'est assez fort chez vous, vous avez mangé un jour des cacahuètes, des noix de cajou, enfin des trucs comme ça, et vous êtes retrouvé avec un œdème de Quick ou à finir aux urgences pour vous faire une piqûre d'antihistaminique comme Howard dans Big Bang Theory, je pense que vous êtes marqué au fer rouge là-dessus et que vous êtes au courant qu'il faut faire attention. Par contre, si vous n'êtes pas au courant qu'il peut y avoir des liens avec certaines légumineuses et tout, faites attention si vous n'avez jamais mangé de pois chiches, de lentilles, de sésame, de sarrasin, de graines de tournesol ou de lin. Au début, ne faites pas ça de manière isolée en camping, solitaire dans la forêt. Si vous commencez à en manger, vraiment faites-le entouré ne faites pas ça n'importe comment. C'est la petite alerte juste. Moi, ce qui me dérange un petit peu là-dedans, alors c'est bien parce que ça prévient les gens, mais on c'est toujours la même chose. On essaye dès qu'il y a un truc, parce que ça, vous savez à qui ça va servir ce genre d'article? À votre avis? Ça va servir à toutes les personnes qui n'ont pas envie de faire attention à ce qu'elles mangent, à qui on a dit c'est mieux de manger les légumineuses par rapport au blé, par exemple, pour le tour de taille. Mais ils vont dire regarde, on peut faire des réactions sévères qui ont été observées. Donc du coup, ça va justifier le fait qu'ils en consomment pas. Mais bon, c'est normal quelque part qu'il y ait de plus en plus d'allergies puisqu'il va y avoir de plus en plus de consommation. Le truc, c'est que les moins de 35 ans qui adoptent de plus en plus ces régimes, avec une croissance de 14% en 2015 et 20% en 2020, on devrait s'attendre, si c'est réellement le cas, à ce qu'il y ait, si ça fonctionne, une baisse du surpoids et de l'obésité. Eh oui, parce que s'il y a une augmentation, alors si l'obésité est liée à la surconsommation de produits autres, c'est-à-dire du blé hautement transformé et tout, on devrait voir normalement quelque chose. Si les gens se mettent à manger de plus en plus de légumineuses, moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ces gens sont plus minces? Est-ce que ces gens ont perdu du poids et tout ça? C'est ça qui m'intéresserait de savoir. Mais bon, là, le but, c'était surtout d'alerter sur les allergies. Si vous démarrez le sport et que vous avez envie de faire attention à ce que vous mangez et que vous avez un terrain allergique par rapport aux arachides et tout, faites attention. Alors peut-être qu'avec un allergologue compétent, vous serez capable de trouver des réponses personnalisées. Donc il vous fera peut-être des tests et tout par rapport à ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est graines, pois chiches, lentilles, sésame, sarrasin. Alors le sarrasin, ça peut être agressif chez certaines personnes. Moi, pendant une période, ça l'ait été. Et puis, je sais pas, j'ai dû m'immuniser. J'ai plus du tout. Maintenant, je peux en manger. J'ai aucun problème. Donc, c'était peut-être aussi euh, psychologique, en fait, la réaction que j'avais. Mais en tout cas, vous chopez pas un effet nocebo non plus, hein. Maintenant que je vous ai dit ça, il y en a, ils vont manger un morceau des pâtes de lentilles ou de pois chiches ou une salade de pois chiches tomates et ils vont se dire: «Oh là, j'ai pas la gorge qui gonfle là». Bon, si vous l'avez jamais eu jusqu'à aujourd'hui, il y a peu de chances que ça se mette comme ça à se réveiller. Mais en tout cas, chez ceux qui ont un terrain allergique, bon, soyez prudents, hein, toujours pareil. Très con d'y passer quand même pour un plat de lentilles. Alors, boostez votre oxygénation musculaire avec les sprints un peu plus longs. Alors, une récente recherche de l'université de Waseda met en lumière l'efficacité des intervalles de sprint plus longs sur l'oxygénation musculaire comparée aux intervalles plus courts. Donc, l'étude publiée dans Medicine and Science in Sport and Exercise révèle que des sprints de 20 secondes offrent une meilleure activation musculaire et une augmentation significative du métabolisme oxydatif par rapport aux sprints de 10 secondes. Donc ces découvertes pourraient transformer les recommandations d'entraînement et promettre des séances plus efficaces en moins de 15 minutes. Alors,
En fait, l'oxygénation musculaire, en gros, votre métabolisme, il tournera plus fort, mieux, vos muscles seront plus efficaces, ça sera beaucoup plus intéressant d'avoir une meilleure oxygénation musculaire. Sauf que les sprints de 10 secondes, un sprint de 10 secondes, c'est vraiment un sprint très très fort. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'en faire quand j'allais sur le stade de rugby et que je faisais le stade de rugby, pourquoi je dis rugby? Parce que c'était un stade de rugby juste à côté de chez moi. C'est pas parce que je faisais du rugby. Où je faisais des sprints de 100 mètres à pleine bourre. Donc, alors forcément, je faisais pas 10 secondes aux 100 mètres, hein. Mais parce que je suis pas Usain Bolt, mais c'était plus proche des 10 que des 20. Et donc comment dire, le fait de faire ce genre de sprint, on va beaucoup plus fort, on est beaucoup plus intense. Après, de le faire sur 20 secondes, déjà, alors vous pouvez toujours aller à fond, mais ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que vous avez l'impression, comme dans les rêves, vous savez, d'essayer de courir, de courir, de courir ou de pédaler, et ça avance plus, quoi. Et le monstre vous rattrape. Enfin, je dis dans les rêves, c'est plutôt dans les cauchemars. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si vous m'écoutez, vous en faites plus, parce que ça, c'est souvent des choses qu'on fait quand on est gosse, hein. Mais bon, bref. Mais moi, je me rends compte qu'on va plus loin. Ceux qui font du cardio HIIT, ils se rendent compte qu'ils font souvent 30 secondes d'effort intense et 30 secondes de récup. Un peu du HIIT en 30-30, c'est le plus simple. Moi, c'est celui que je fais sur mon vélo d'appartement quand il fait pas beau ou que j'ai envie de faire du cardio rapidement en 15 minutes sans sortir de la maison. 5 minutes d'échauffement, puis après, pendant 10 minutes, 30 secondes à fond, 30 secondes de récup, 30 secondes à fond, 30 secondes de récup, en pédalant doucement à chaque fois pendant la récup. Et ben voilà, quoi. Le truc, c'est que pendant ces 20 ou 30 secondes, faut pas s'économiser, logiquement. Faut pédaler à balle. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui font mal les choses. C'est-à-dire que pendant ces 20 ou 30 secondes de sprint, ils vont pédaler plus fort en mettant une résistance plus dure, mais ils vont pas pédaler à fond comme s'ils étaient poursuivis par un démon, quoi. Et c'est là où ça peut faire un peu la différence, quoi. En tout cas, si c'est un peu plus long, sachez que vous aurez une meilleure oxygénation et une augmentation significative du métabolisme oxydatif. Donc c'est toujours intéressant quand on veut améliorer sa condition physique. Donc je vais en revenir à ce fameux thé, café, chocolat. Donc on parle pas que du thé vert, hein, on parle aussi du thé noir, on parle d'autres formes de thé. C'est comme ça, c'est pour ça que j'ai appelé ça comment maigrir avec du chocolat, du thé et du café. J'aurais pu mettre toutes les formes de café et tout. Donc, en fait, il y a 17 substances dans ces ingrédients. Et chacune de ces 17 substances vous apporteront certains bénéfices sur certaines choses. Donc, ce que vous allez savoir, en fait, c'est comment stimuler son métabolisme et augmenter la combustion des graisses. Comment activer le processus au niveau cellulaire pour brûler plus de calories. Comment réduire l'absorption des graisses et stimuler la transformation du tissu adipeux. Donc, transformation, ça veut dire c'est pas que vous allez le transformer en muscle ou en os, hein, c'est que vous allez le mobiliser à des fins énergétiques, donc le carboniser, quoi, en gros. Savoir identifier les composés bioactifs du café, du thé, du chocolat qui déclenchent la perte de poids, mais vous allez aussi savoir découvrir la consommation quotidienne optimale pour chacun des ingrédients. Apprendre comment combiner ces éléments pour des effets maximaux, donc des effets, comme on appelle ça, de synergie sur votre métabolisme. Et tout ça, c'est inclus dans une vidéo plus. Pas besoin de prendre des notes, ça je le répète à chaque fois, vous n'avez pas besoin d'être avec votre petit stylo ou votre crayon et votre papier. Toutes les notes sont déjà prises pour vous dans un fichier PDF que vous obtenez avec. Donc l'avantage, c'est ça, c'est que vous pouvez écouter ou regarder la vidéo ou l'écouter dans votre bagnole ou quoi, en étant plutôt passif quand vous conduisez ou quand vous faites votre cardio. Vous n'avez pas besoin de vous dire mince, ça a l'air intéressant, vite il faut que je le note, pas besoin. À la fin du truc, vous avez de votre écoute, vous récupérez la fiche en PDF et comme ça vous avez votre pense-bête. Et c'est comme ça pour tous les cours depuis déjà 2 ou 3 ans, quoi. Donc voilà, sachez que c'est, et vous accédez à celui-là, mais vous accédez également à tous les autres si vous voulez basculer parmi les VIP, vous obtenez celui-là, mais aussi les 500 autres. Hein. C'est pas que celui-là auquel vous aurez accès.
Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans les notes de ce podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, bonne préparation pour la période des maillots de bain bikini et compagnie. Et on se retrouve très rapidement, tout de suite dans les notes là, ou alors la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.